Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Après de nombreuses publications entre essais et romans étalés sur plus d'un demi-siècle dans géopolitique et gouvernance, mélodie de la vie, les robots de l'apocalypse, divagation amoureuse, vaines recherches 60 ans après, un regard sur le monde, le partage de la mémoire, la paix de tous les dangers, pas d'orchidée pour les entreprises, entreprendre, pourquoi faire, et j'en passe. Le géopoliticien, économiste et éminent conseiller de plusieurs chefs d'État, dont le président palestinien Yasser Arafat, élu en 2014 meilleur géopoliticien de l'année, Gabriel Bannon, vient d'achever un essai très édifiant et d'une actualité brûlante sur les tenants et les aboutissants de la guerre d'Ukraine, intitulé Guerre d'Ukraine, le dessous des cartes, publié aux éditions Soche Presse. Le livre est déjà imprimé et sera dans les librairies incessamment, peut-être à partir de demain. Mais j'ai eu la chance et le privilège d'avoir une copie en avant-première. Gabriel Bannon, bonsoir et merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Mais le plaisir est partagé et je vous remercie de m'inviter. Merci à vous. Alors, vous commencez, Monsieur Bannon, votre essai par cette phrase « Je ne suis ni russe ni ukrainien, je ne suis qu'un géopoliticien qui étudie les faits ». Et un peu plus loin, « Et je refuse avec véhémence de me laisser manipuler ». Vous pensez que nous sommes victimes d'une grande manipulation dans cette guerre d'Ukraine ? Vous savez, il y a plusieurs formes de guerre. On peut faire la guerre avec les armes, mais on fait beaucoup plus la guerre avec, j'allais dire, la bouche, en parlant. C'est-à-dire la guerre médiatique. Nous sommes en plein, parallèlement, il y a une guerre médiatique et où, bien entendu, on a tendance à dire c'est l'autre, le criminel, c'est l'autre, le fautif, et on ne fait aucune analyse. Moi, je suis un géopoliticien. Je ne suis ni l'un ni l'autre, je ne suis pas d'un parti quelconque et je ne brigue rien. Je regarde, j'analyse les faits. Et les faits sont têtus. Oui. Et les faits vous disent, voilà ce qui se passe. Et moi, c'est ce que je veux. Et le but de mon livre est d'aller à l'encontre de cet unanisme qui devient criminel parce que on aveugle le lecteur, l'auditeur, qui ne sait plus et qui, quand on ne sait pas, on a peur. Absolument. Vous donnez au lecteur des éléments pour la réflexion, pour l'analyse. Et pour cela, vous remontez, vous dites qu'il faut remonter à la chute du mur de Berlin pour trouver les raisons réelles de l'importance donnée par la Russie à l'Ukraine. Et même plus loin, puisque vous nous plongez dans l'histoire en pointillé de la naissance de l'Ukraine et vous remontez jusqu'au XVIIe siècle. Tout à fait. J'ai tenu à faire appel à l'histoire parce que lorsqu'on connaît l'histoire de l'Ukraine, on a compris les événements. Au moins, on les pressent et on n'est plus étonné de ce qui se passe. L'histoire est édifiante, l'histoire de l'Ukraine. Alors, je fais un résumé, parce que c'est une longue affaire, mais je fais un résumé très concis de l'histoire de l'Ukraine, de toutes les vicissitudes que les uns et les autres ont passées, oui. Et surtout des relations étroites avec un peu « moi je t'aime, moi non plus » entre les Ukrainiens et les Russes. C'est une symbiose entre eux et il y a un mélange énorme et les trois quarts des Ukrainiens parlent russe, les familles mixtes sont nombreuses de part et d'autre et ce qui expliquera, d'ailleurs je le dis dans mon livre, pourquoi, contrairement à tous ces vieux généraux qui sont venus expliquer que l'armée russe est en difficulté parce qu'elle ralentit, qu'elle ne fait que 4 km par jour, parce que les ordres ont été de ne pas appliquer la stratégie militaire habituelle de la Russie, qui est le rouleau compresseur. Exactement. Parce que l'Ukraine, c'est toute une histoire, et une grande partie de l'histoire de la Russie. C'est le même peuple. Et puis, tout est lié, interdépendant, imbriqué, leur économie, l'industrie, tout. Bien sûr, mais beaucoup des chefs d'État de l'URSS, c'était des hommes d'Ukraine. Et souvent, comme Khrouchtchev, il a beaucoup favorisé l'Ukraine, parce qu'il est originaire d'Ukraine. C'est vrai. Alors, pardon. Non, c'est pour montrer justement ces liens.
Alors, l'essai, il est subdivisé en 15 chapitres et vous vous arrêtez bien entendu à plusieurs étapes importantes, comme le tournant historique de 1991, la fin d'un monde avec la chute du mur de Berlin, mais aussi à 2004-2005 et la révolution orange. Quel rôle déterminant de cet événement, de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? C'était aussi à l'origine de la guerre du Donbass et de l'annexion de la Crimée. Écoutez, moi je parle que par des documents. Et au moment où j'écrivais, est devenu, j'allais dire, public, certains documents ont été déclassifiés de la CIA. Et alors on constate que l'activité de la CIA en Ukraine n'a jamais cessé et a augmenté depuis l'implosion de l'URSS. Oui. Et qu'il y a des activités directes sur la mise en place, soi-disant, pour imposer la démocratie. C'est le leitmotiv de Brzezinski, qui explique toujours, il faut toujours parler de démocratie, et sur la mise en place du président actuel, par exemple, d'Ukraine. Alors, vous avez Soros qui l'avoue, qui dit « oui, j'ai contribué, j'ai financé l'arrivée de ce président ». Il n'y a pas de secret. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une activité américaine anti-russe en Ukraine qui date depuis longtemps. Oui. Il y a des incidents, on tourne la page très vite. Par exemple, M. Biden a dit il n'y a pas longtemps que la mort dans l'âme, il a appelé Poutine pour organiser un échange de prisonniers parce que l'armée russe a fait prisonnier un officier américain. Et personne ne se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Oui. Donc, l'Amérique a préparé, a entraîné, a armé les Ukrainiens, et elle continue à le faire. Donc, elle fait en réalité ce que j'ai dit dans mon livre, elle fait une guerre par procuration. Une guerre par procuration. Et cette guerre froide avec la Russie ne s'est jamais terminée, au fond, parce que c'est toujours l'ennemi numéro un. Tout à fait. Et avec la Chine, qui est un véritable danger pour eux. Et quel est l'impact de cette position sur les autres pays et sur le monde? Les États-Unis, vous l'écrivez d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit, c'est une guerre par procuration, une guerre déplacée pour affaiblir la Russie. Quels sont les risques de cette stratégie américaine? Le risque, c'est qu'on sait toujours quand on déclenche quelque chose, surtout quand c'est une guerre, on ne sait jamais comment elle va se finir, où il peut y avoir des dérapages. Le dérapage que je crains, c'est qu'on parle de puissance nucléaire. Bon, très rapidement, la Russie et l'Amérique détiennent de quoi détruire le monde 10 fois. Aucun n'est plus que l'autre. Mais il y a une différence. C'est qu'en plus de cet armement, l'Amérique a cherché à développer la bombe atomique la plus importante. Détruire la moitié d'Hiroshima, c'est pas ça. On veut détruire toute une ville en même temps. Donc ils ont fait des développements de bombes beaucoup, 5 fois, 10 fois plus puissantes que celles d'Hiroshima. Les Russes ont fait la démarche inverse. Ils ont cherché à avoir la bombe la plus petite, qui aura des effets limités, pour qu'elle devienne ce qu'on appelle une arme nucléaire tactique, qui puisse être utilisée dans une guerre conventionnelle. Oui. Et c'est eux qui ont cette avance. Et qui expliquent d'ailleurs les déclarations de Biden, nous, on ne vient pas, on n'interviendra pas militairement. Bien sûr, car Poutine l'a dit, si vous voulez, il faut écouter les paroles des présidents, il a dit, si vous voulez une guerre, je suis d'accord, mais ne croyez pas qu'elle sera conventionnelle, parce que lui a une avance dans l'armement nucléaire tactique et qu'il l'utilisera. Oui. Est-ce que ce qui se passe en Ukraine, Gabriel Bannon, mérite aujourd'hui qu'on s'engage dans une troisième guerre mondiale, même économique? Elle en subit les conséquences, le monde entier subit les conséquences. Personne ne veut la guerre, mais on s'y prépare quand même. Il est dit dans tous les manuels de guerre que si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Mais aujourd'hui, on a deux mondes différents. Vous savez, d'abord, on a des pays comme l'Amérique, comme la France,
qui sont les dirigeants ont le temps court. Ils ont 4 ans de mandat, 5 ans maximum. Il faut enlever 1 an de la campagne électorale pour se faire réélire. Oui, oui. Et puis ils ont en face la Chine, la Russie. Eux, ils ont le temps long. C'est-à-dire, ils sont élus à vie. Oui. C'est-à-dire que développer une stratégie, vous ne pouvez pas analyser de la même façon la stratégie américaine et la stratégie chinoise. Le Chinois a le temps. Il développe sa stratégie à long terme. Tandis que les autres, il faut qu'ils aient des résultats, sinon ils ne sont pas réélus. Alors ça, c'est le premier handicap de ces deux mondes. Le deuxième handicap, c'est que l'Occident ne veut pas que leurs soldats meurent. Et quand il y a un mort, la France a eu quelques morts en Afrique, on a fait un enterrement avec des cérémonies, etc., parce que c'est important. Et puis vous avez de l'autre côté l'autre monde, les soldats sont faits pour mourir. Alors vous voyez le déséquilibre d'approche et le danger. Oui. On n'a pas la même analyse des deux côtés. On n'a pas la même analyse des deux côtés. Alors, le rêve américain d'affaiblir la Russie, qui ne date pas d'aujourd'hui, a-t-il des chances de se concrétiser, sachant que la Russie n'a pas utilisé jusqu'à là toute sa puissance militaire et offensive, et vous donnez des chiffres très importants, moi, que je ne connaissais pas. Par exemple, de 15% des soldats seulement sont engagés en Ukraine, 10% des avions de chasse, 10% des chars, 5% des missiles et 5% de l'artillerie. Pourquoi cette modération de la part de la Russie dans l'utilisation de la force? Et est-ce que les États-Unis ont sous-estimé la capacité de ce phénix, de cette ours soviétique? Non. Et pourquoi la Russie se retient? Les Américains savent très bien quelle est la puissance militaire russe. Et c'est pour cela que leur politique a toujours été d'avancer au maximum, mais surtout, il y a une ligne rouge. Il ne faut pas s'engager dans un conflit armé. Donc, alors, beaucoup ont traduit la retenue, entre guillemets, parce que ça n'empêche qu'il y a des morts, qu'il y a des immeubles qui sont détruits, qu'il y a des dommages collatéraux. Et même si on voit toujours les mêmes images, et on voit pas de morts, jamais on voit de morts. Non. Et puis on ne voit pas de prisonniers. On ne voit pas de prisonniers. Est-ce qu'il y a des guerres sans prisonniers? C'est bizarre. Alors, on apprend qu'il y a un Marocain qui a été fait prisonnier parce qu'il est marocain et qu'il y a des amis qui ont donné la nouvelle et qu'il a été condamné à mort. Je ne pense pas du tout qu'il sera exécuté. Mais c'est une drôle de guerre. Je vois hier, le président français qui s'indigne parce qu'il y a un obus qui est tombé dans un marché, un supermarché, et qu'il y a eu, bien entendu, beaucoup de morts civiles, des innocents. Et à l'entendre, il n'y a que la Russie qui utilise des armes. Oui. Mais alors, les Ukrainiens, comment ils se battent? On leur envoie des armes. Et qu'est-ce qu'ils en font? Alors il paraît, je ne sais pas, peut-être qu'ils se battent avec des lance-pierres, mais des pierres avec de l'intelligence artificielle dedans, pour que ça ne tombe pas sur un enfant. Oui. Non, malheureusement, je ne plaide pas pour l'un ou l'autre, mais malheureusement, une guerre, c'est une guerre, est toujours atroce. Il y a toujours des victimes, et souvent surtout des civils. Moi, j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je regrette. La guerre d'Ukraine, c'est de je ne veux pas dire de pipi de chat, mais c'est rien à côté de la guerre qu'on a eue, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour la Russie, vous dites que la position de la Russie, elle est aussi dictée par sa position géographique. Oui. Parce qu'elle a des frontières. Elle n'a pas de frontières, en fait. Je l'ai répété je ne sais combien de fois. La Russie est un cas d'école pour la géopolitique. Car la Russie, sa politique étrangère, est dictée non pas par une doctrine quelconque de conquête, mais par leur situation géographique. Dans l'Ouest, ils n'ont pas de frontières. Il n'y a pas de fleuve qui les sépare, il n'y a pas de montagne, il n'y a que des poteaux indicateurs qui disent « vous quittez l'Ukraine, vous quittez la Pologne, vous êtes en train de rentrer en Russie ». C'est tout ce qu'il y a. Et de ce fait, ça ne date pas de maintenant.
Ça date depuis les tsars, puis après l'URSS. De tout temps, essayer Poutine n'a rien inventé. Oui. Il applique la même politique qu'eux, c'était sécuriser la frontière ouest. Oui. Donc, que les pays riverains ne soient pas anti-russes. Oui. Alors, aujourd'hui, les Occidentaux et les Américains ont eu recours à des sanctions, une tension économique pour la Russie. Oui. Vous remarquerez que ça me fait sourire. Oui, parce que de l'autre côté, finalement, ils se sont sanctionnés eux-mêmes parce que la Russie a brandi une réponse, une balle dans le pied. Il a sorti une arme imparable, très efficace, celle du robinet de gaz. Ils ont fermé. Mais la question, d'abord pour ceux qui conseillent les sanctions, bien sûr que quand on ne veut pas faire un conflit armé, il ne reste plus que le conflit économique et donc des sanctions. Très bien. Mais encore faudrait-il que ces sanctions pénalisent vraiment l'adversaire. Oui. L'histoire nous apprend que dans aucun cas les sanctions ne sont arrivées à changer la donne et à obliger un gouvernement à changer d'attitude. Aucune. Vous pouvez regarder dans les archives, vous ne trouverez pas. Et la deuxième question, c'est méconnaître vraiment les pays, l'adversaire. Vous avez la Russie. La Russie est adossée à son partenaire, son ami, à la Chine, la première puissance commerciale au monde. Vous pensez que les sanctions, et je regrette, je vais m'étendre un peu, c'est que, par exemple, le Bruxelles fanfaronnait, terminé, le gaz et le pétrole. Très bien. En même temps, vous lisez que la Chine a signé un contrat long terme avec la Russie de plusieurs milliards de dollars pour le gaz et le pétrole. Oui. C'est-à-dire, et comme le gaz et le pétrole ont doublé ou triplé de prix, le peu qu'il livre fait rentrer dans ses caisses beaucoup plus que ce qui rentrait avant. Absolument. Et c'est incroyable parce que c'est aujourd'hui qu'on découvre avec cette guerre, il ne mérite que le blé. Ah, alors. On dépend de. Je vous remercie parce que j'attendais que vous me posiez, vous me parliez de ça parce que. On n'en parlait pas avant. Avant la guerre, d'Ukraine, on avait l'impression que la Russie, c'est un grand ours, pas méchant, pas efficace. Il n'a même pas le PIB, c'est même pas le PIB d'Italie ou de l'Espagne, et que c'est pas un monstre économiquement, c'est un petit pays. Mais la guerre nous fait apprendre quoi? Un, que c'est un pays qui est bien administré, puisqu'il n'est pas endetté, il a très peu de dettes, il a une balance commerciale positive, et qu'il est le premier fournisseur de blé au monde, qu'il est parmi les premiers en gaz et en pétrole, et puis un tas de matières premières qu'on a besoin. Oui. Et alors on s'aperçoit, mais alors la Russie, c'est pas un petit pays, c'est une puissance économique aussi. Et le pire est peut-être à venir, parce qu'avec cette décision importante de Moscou, d'exiger le paiement de ces fournitures en roubles. Quel pourrait être l'impact d'une décision pareille sur l'hégémonie du dollar et les suprématies du monde occidental, surtout si la Chine lui emboîte le pas? Alors, c'est là où, malheureusement, ce n'est pas l'objet de notre entretien, mais ça demande une analyse énorme, c'est qu'ils réclament le paiement en roubles. Ceux qui le font ne fanfaronnent pas en disant on le fait, mais on constate que le rouble a monté de valeur très importante. Alors, la Chine, d'ores et déjà, réclame qu'on paye la moitié des commandes dans la monnaie locale. La Chine a créé sa Banque mondiale. Elle a créé le FMI et la Banque mondiale pour toute la région asiatique. Et avec les routes de la soie, et la soie, c'est le cas de le dire, son emprise économique sur tous les pays avoisinants. Alors, l'hégémonie du dollar et la prépondérance de la puissance de l'homme blanc est remise en question. Nous sommes dans une période que je qualifie de dangereuse, parce que
On ne reforme pas des blocs, c'est pas vrai. Oui. C'est toute l'organisation mondiale qui est en train de changer. Mais ça va depuis les réactions du populaire, Oui. des peuples, Oui. des sociétés civiles, que jusqu'au gouvernement et les pays en voie de développement, etc. Tout cela est en train de bouger. Et malheureusement, nous sommes dans une période où rien n'est encore stable. Il n'y a pas de règles encore. Oui. Alors, on est à la merci de la première erreur. Absolument. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il nous reste 2 points importants à aborder. Alors, celui de ce qui s'est passé il y a peut-être 2 ou 3 jours au Maroc, où 23 ambassadeurs accrédités au Maroc de l'Union européenne et américains ont adressé un message à Poutine. Une lettre ouverte. Une lettre ouverte pour lui demander de cesser cette guerre et puis comme quoi il bloquait les livraisons, les bateaux. Qu'il était le responsable de la crise alimentaire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Vous me dites est-ce qu'ils n'ont pas dépassé leurs prérogatives, surtout dans un pays qui a adopté une position moi, je ne vais pas faire de jugement de valeur sur cette lettre, mais ça m'interpelle. La première, les diplomates qui descendent dans l'arène médiatique et qui annoncent une position politique, qui plus est, dans un pays dont la position politique est la neutralité. Il y a un devoir de réserve qu'ils n'ont pas respecté. Le deuxième point, c'est que vous êtes diplomate. Si vous annoncez quelque chose, il faut que ce soit vrai. Et ce qu'ils annoncent est faux. Alors, il est faux et vrai parce que ça, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle, c'est un mensonge par omission. On vous dit, on ne peut pas, les bateaux pleins de blé ne peuvent pas quitter Odessa. Oui. On ne dit pas pourquoi. Mais on ne dit pas pourquoi. Parce que l'Ukraine a miné toute la côte, y compris les sorties des ports. Chose très importante, une question, est-ce qu'on s'achemine vers une fuite en avant avec peut-être une escalade nucléaire et les États-Unis, du côté de la Russie et des États-Unis, et quel pourrait être le rôle de la Chine et de l'OTAN dans tout cela? Alors, la Chine est très... Bon, je ne dévoile aucun secret. La Chine est très sollicitée actuellement par les Américains, par les Européens, pour qu'elle intervienne. Et la Chine, elle a un autre agenda. La Chine a un agenda, elle a un problème avec Taïwan. Et elle n'a pas quitté l'idée qu'il faut récupérer Taïwan. Alors, elle est un allié, et dernièrement encore, ils ont annoncé, les deux présidents, Xi et Poutine, qu'ils étaient alliés à la vie, à la mort. C'est leur terme, c'est pas moi. Oui. Alors, c'est demander l'intervention, c'est toujours comme ça quand on négocie. D'accord, quelle est la contrepartie? Oui. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à la Chine pour qu'elle intervienne ou pour qu'elle... il est vrai qu'elle peut intervenir favorablement dans une négociation qui devrait arriver. Alors, vous finissez, Gabriel Bannon, votre essai dans votre dernier chapitre qu'elle porte de sortie de crise avec cette phrase de Vladimir Poutine, celui qui ne regrette pas la disparition de l'Union soviétique, qui a su réunir 73 ethnies autour d'un même rêve, n'a pas de cœur. Mais celui qui voudrait la reconquérir n'a pas de tête. Est-ce que cette phrase sonne comme une menace? En tout cas, c'est une phrase profonde. Non, c'est pas une menace, c'est une réponse. C'est une réponse. Et je m'explique tout de suite parce que c'était important, puisqu'on a voulu expliquer tous les actes de Poutine autour d'une velléité de reconstituer l'URSS. Oui, il dit oui, je regrette l'implosion, je regrette l'URSS que j'ai admirée, je suis un enfant de l'URSS, et il dit... On a quand même réuni 72 ethnies autour d'une idée, d'une idéologie, et c'était pas mal. Oui. Bon, on peut le regretter, je le regrette. Maintenant, penser qu'il faut reconstituer l'URSS, il faut être complètement fou. Voilà ce qu'il veut dire. Il répond à ceux qui expliquent sa politique par «
il veut reconstituer l'URSS lorsque c'est pas ça. Merci beaucoup, Gabriel Banon, d'avoir été avec nous pour la présentation de ce livre très intéressant et très édifiant pour comprendre la crise et la guerre en Ukraine, intitulé Guerre d'Ukraine, le dessous des cartes, publié aux éditions Soche Presse et qui sera à partir de demain dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Banon. Bien. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.